Donc, Édouard Sauvage, directeur général de GRDF, c'est-à-dire c'est l'opérateur de réseau de GDF. Avec nous, la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho, rapporteur de la mission d'information sur l'offre automobile française, rapport remis il y a à peine un mois au président de l'Assemblée nationale, François Savoie, l'un des managers de Renault Trucks Group, et puis Virginie Prévost à la tête de son entreprise, Les Transports Prévost. Installez-vous, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Non, installez-vous là, monsieur. Bonjour, monsieur Savoie. Alors, vous savez, on dit toujours, le transport routier, ça pollue, c'est pas beau, ça fait des fumées. Bon, ça, c'est un peu le cliché. De quoi parle-t-on? Oui, le camion pollue, il rejette des fumées noires, le transport routier, c'est moins vert qu'un transport en péniche, qu'un transport sur rail. Bon, j'imagine que ça vous fait tous bondir. On va évidemment expliquer, réexpliquer, bien entendu. Un exemple pour bien comprendre. Tiens, Madame Prévost, justement, à la tête des transports Prévost. Je vous ai vu d'ailleurs ce matin, enfin l'un de vos camions sur l'autoroute A4, il conduisait très très bien d'ailleurs, tout se passait très très bien, je peux en témoigner. C'est une boîte qui a 40 ans, qui est installée à Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui fait qui est sur des métiers de niche, du transport de voitures, concept car, voitures de sport également, c'est du transport de voitures en camion fermé, c'est du fret aérien sur la route, c'est du fret industriel standard avec des clients comme La Poste, comme Leroy Merlin notamment, comme Air France, du transport événementiel avec de grands décors de théâtre, 160 véhicules moteurs, 260 remorques. Qu'est-ce que vous faites de bien pour la planète? Qu'est-ce que je fais de bien? Eh bien, écoutez, depuis des années, le choix de l'entreprise a été de changer son parc automobile tous les 3 ans, ce qui nous a permis à chaque fois de bénéficier des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, nous avons une partie de notre parc qui est principalement en Euro 6 et Euro 5 EEV qui arrive à échéance. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans la réflexion d'acquérir des véhicules au gaz. Alors, nous sommes en possession de 9 véhicules à ce jour, sur 2 types de technologies, une technologie gaz comprimé et une autre en GNL. Ce choix est fait effectivement en fonction de nos trafics, nos flux, parce que nous sommes effectivement... Regardez bien la salle, voilà. C'est à eux surtout que vous parlez. Effectivement, nous faisons du transport interurbain, régional, national, international. Et quand je parle d'international, nous allons au fin fond de l'Europe, au niveau des extrêmes, en Finlande, en Suède, mais également à l'extrémité de l'Espagne. On peut également aller en Turquie ou près de la Russie. Et effectivement, tout ça, ça a un impact sur le type de véhicule que nous allons utiliser. Et notre réflexion aujourd'hui, c'est de se dire, OK, on part sur du gaz, parce que c'est effectivement, je pense, la technologie le plus accessible sur des véhicules 40 tonnes, mais lequel je l'utilise et à quel escient. Et la question aussi, c'est qu'en tant que transporteur, on est à la recherche de mutualisation et d'optimisation, et qu'effectivement, certaines technologies sont contraignantes, comme l'électricité. On est limité en termes de volume, mais également en termes de kilomètres. Le comprimé, qui effectivement a ses avantages, mais qui a aussi une contrainte, l'accessibilité, enfin le nombre de kilomètres parcourus sur une tournée. Donc effectivement, aujourd'hui, la seule solution qui, pour moi, est assez accessible, c'est la partie GNL. Maintenant, reste la question du déploiement des stations pour l'approvisionnement. On va revenir justement sur le gaz, quel gaz justement, avec Édouard Sauvage dans un instant. Mais simplement, il y a aussi une autre question que vous posez, c'est à quel moment on saute le pas? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour, vous vous dites, eh bien, je choisis telle ou telle technologie? À quel moment je décide finalement d'opter pour ce type de carburant? Il y a eu un fait déclencheur ou pas? Alors, je pense qu'essentiellement, c'est, le client qui, des fois, est à l'origine souvent, en fait, de nous faire passer le pas. Effectivement, les 4 premiers véhicules pour lesquels nous avons pris possession en 2015, c'est le client Leroy Merlin qui a ouvert son magasin dans Paris à Daumesnil et qui avait donc la contrainte environnementale au niveau de Paris pour pouvoir accéder en fait à son site, approvisionner son magasin. Qui est dans le parking est en sous-sol. Qui est effectivement un accès en sous-sol où donc il avait plusieurs critères. Le critère, une problématique de hauteur, une problématique de longueur, une problématique où il fallait aller vite en termes d'approvisionnement, puisque effectivement l'accès à l'intérieur de ce site nécessitait un créneau horaire particulier. Donc il a fallu mettre en place des véhicules
articulé, tracteur-remorque, qui nous permet en fait d'anticiper les chargements sur la plateforme qui est à 8 km de Paris, et ça pour répondre à la demande du client. Édouard Sauvage de GRDF, quand on parle de gaz comme carburant des poids lourds, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, le gaz en question, c'est le gaz qu'on utilise tous les jours, aussi bien pour faire la cuisine que pour se chauffer. C'est celui qui circule effectivement dans les réseaux de GRDF à travers toute la France. Il est juste comprimé pour pouvoir tenir dans un volume acceptable au niveau de la station-service. Et donc, c'est vrai que l'intérêt des solutions gaz, personne ne le conteste, c'est principalement qu'il n'y a quasiment pas de particules fines. C'est bien pour ça que depuis des décennies, le gaz naturel a remplacé pour le chauffage des logements tout ce qui pouvait être fuel domestique, sauf dans des habitats tellement ruraux qu'il n'y avait aucun sens à investir dans un réseau de gaz naturel. Et autre avantage, une très forte réduction du bruit, puisque globalement les moteurs de gaz sont à peu près deux fois moins bruyants que les solutions thermiques à puissance équivalente. Et donc ça, c'est évidemment un avantage qui n'a pas échappé aux maires des villes, puisque aujourd'hui, deux tiers des villes de plus de 200 000 habitants ont des bus qui fonctionnent au gaz naturel véhicule, puisque pour les riverains, c'était un double avantage, quasiment pas de particules fines et un volume sonore nettement réduit par rapport à des solutions alternatives. Alors la difficulté, c'est que pour du transport logistique, il y a effectivement un sujet de station-service. Comment approvisionner les bus, c'était des circuits voilà, captifs, donc il y avait des stations dédiées aux bus ou dédiées aux bennes à ordures. Donc il y a déjà un certain nombre de maires qui font l'effort d'ouvrir leurs stations au grand public. Donc ça, c'était un potentiel important qu'on a cherché à encourager. J'ai récemment inauguré une station-service GNV à Toulouse avec le maire de Toulouse. Ça, c'était la première solution. Et évidemment, on s'attend à ce qu'un certain nombre d'opérateurs fassent bientôt des annonces sous l'impulsion des politiques, qu'elles soient européennes ou nationales. Parce qu'effectivement, il y a maintenant, je suis sûr que Mme Bateau y reviendra, une volonté forte du législateur d'encourager ces solutions GNV pour le transport, parce que ça a été dit très justement dans la précédente table ronde. Non seulement le client final, il veut être livré quand ça l'arrange, le plus rapidement possible et où ça l'arrange, et en plus, il veut qu'il n'y ait pas de bruit et qu'il n'y ait pas de particules fines. Donc je pense que cette contrainte qui était très visible pour les transports urbains va s'appliquer très rapidement à toute la profession. Et en tout cas, au niveau de GRDF, on fera tout pour accompagner ces virages vers la solution gaz naturel. Optimiste. Juste, Virginie Prévent, on revient vers vous. Vous parliez tout à l'heure de la pression des clients. Comment elle s'exerce justement en matière environnementale ? Vous me racontiez, je vous avais appelé il y a quelques jours, que vous aviez opté un moment pour le 80 km/h au lieu du 90. Il y a une sorte de rébellion quand même. Alors effectivement, en 2000... Mettez le micro juste devant vous, s'il vous plaît, voilà, qu'on vous entende bien, merci. En 2007, nous avions fait le choix de réduire en fait la vitesse de nos véhicules à 80 km/h. Effectivement, l'ensemble de nos clients sur le projet étaient enthousiastes. Mais au fur et à mesure, en fait, on a basculé les véhicules et que nous avons commencé à circuler. La problématique de rouler à 80 km/h a généré le temps, un surcroît de temps d'acheminement des marchandises d'un point A à un point B. Et effectivement, par rapport à tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, le client veut avoir rapidement sa marchandise et effectivement, 1 heure sur un parcours de 400 km, c'est beaucoup. Donc nous avons roulé à 80 km/h pendant 2 ans et demi et au cours de notre renouvellement de parc, nous avons rebasculé tous nos véhicules à 90 km/h. Alors aujourd'hui, c'est du gaz. Bilan justement de la consommation, bilan en matière de coûts. Qu'est-ce qu'on peut dire là ce matin ? Les camions au gaz coûtent encore beaucoup d'argent, proportionnellement à un camion diesel. Même effectivement avec certaines aides. Aujourd'hui, sur la consommation, on a su nous vendre que 1 litre de gasoil équivaut à 1 kilo de gaz consommé. Or, aujourd'hui, mes consommations au gaz sont supérieures à mes consommations gasoil. Bon, je vais laisser, alors encore une fois, j'ai un parc très récent au niveau du gaz, je pense qu'il faut laisser un véhicule, ça doit se roder, peut-être que c'est la même chose concernant des véhicules au gaz. Donc je me laisse le temps encore un peu de recul sur l'expérience, sur la consommation en tant que telle.
En revanche, j'ai moi la problématique de l'approvisionnement et qu'aujourd'hui, je rentre dans cette démarche de passer mes véhicules au gaz. Je suis située essentiellement dans l'Est et le Nord de la région parisienne et que je suis contraint, où je vais être contrainte là dans un avenir proche, puisque j'ai 11 camions qui arrivent en janvier et 10 autres au mois de juin l'année prochaine, d'aller chercher mon gaz GNL à Rungis. Or, mes flux sont essentiellement dans le nord de Paris. Donc ça va effectivement apporter de la circulation encore sur les voies, du temps de travail, de la consommation. Bon, voilà. Donc pour l'instant... Encore beaucoup de contraintes, quoi. Exactement. Oui, Édouard Sauvage, justement, malgré ces contraintes, malgré les coûts, vous nous dites, vous, le gaz, c'est un vecteur de transition énergétique. Vous y croyez, bien sûr, en tant que responsable de GRDF? Bien sûr, j'y crois. Alors, par rapport au coût, il y a évidemment un sujet fiscalité. Je me réjouis de voir que le dernier rapport de Mme Bateau a bien insisté sur la nécessité de maintenir un avantage dans la durée. Je crois que pour la profession, c'est très important d'avoir un signal visible dans la durée sur ces écarts pour permettre de compenser. À plus long terme, tout le monde sait que les ressources de gaz naturel sont bien supérieures dans le monde à celles de pétrole. Donc, on avait vécu il y a quelques années, d'où d'ailleurs un décollage fort de la filière aux États-Unis, un gros écart de prix entre le gaz naturel et le pétrole à contenu énergétique comparable. Cet écart s'est réduit récemment avec la chute du prix du baril. Des organismes comme l'AIE annoncent très clairement que le prix du pétrole devrait réaugmenter faute d'investissement. Et ils sont très optimistes. Ils ont encore publié leur World Energy Outlook hier en indiquant bien que le gaz allait se développer pour des raisons de compétitivité et de qualité environnementale par rapport au charbon. Donc je pense que je suis très serein pour conseiller à des gens qui s'intéressent au sujet en disant sur le long terme, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la disponibilité et sur la compétitivité du gaz naturel par rapport à des énergies alternatives. Et après, le dernier point, comme je soulignais, c'est cet effet d'avoir rapidement suffisamment de stations-service. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de syndicats départementaux d'énergie qui sont prêts, là où l'initiative privée est défaillante, à investir dans des stations-service. Le CIGIF l'a fait et on va bientôt inaugurer avec le président du CIGIF, la présidente de la région, une station-service à Bonneuil-sur-Marne. Et je ne doute pas qu'il y ait une vraie volonté d'avoir un certain nombre de stations-service à travers le territoire. Et on voit d'ailleurs maintenant un certain nombre d'opérateurs privés prendre le relais, y compris avec les annonces récentes d'AS24. Donc oui, on a longtemps eu cette problématique de fait de la poule. Je pense que le pari vaut d'être joué par les acteurs qui sont intéressés. Parce que moi, je vois une grande dynamique au niveau des autorités concédantes et des municipalités. On va revenir dans un instant sur les questions de fiscalité, le diesel simplement, mais faisons un état des lieux quand même. Je le disais, c'est vrai que le secteur routier, le secteur du transport routier avait plutôt une mauvaise image de secteur pollueur. Quelques chiffres quand même. 1990-2015, 25 ans, la performance énergétique des poids lourds français a augmenté de 30%. Entre 1995 et 2014, leurs émissions de CO2 par tonne de marchandises transportées ont baissé de quasiment 30%. Quand on dit, tiens, je vous redonnerai la parole tout à l'heure, François de Savoie de Renault Trucks, mais quand on dit que la profession pollue, qu'est-ce que vous répondez? J'imagine que ça vous fait bondir comme beaucoup, non? Vous, constructeurs. Absolument. Alors, je pense très clairement qu'aujourd'hui, le diesel a une image qui est à la fois inadaptée et à la fois désuète. Inadapté, puisqu'il est important de rappeler que la norme Euro 6 a constitué une étape significative dans le processus de dépollution des motorisations diesel. Nous atteignons aujourd'hui des niveaux d'émissions locales, donc particules NOx, qui sont extrêmement faibles. L'Euro 6, c'est 30% du parc à peu près aujourd'hui en France. Hein. Oui, donc ça fait partie effectivement des problématiques. Hein. Mais bon, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'effectivement, l'image dans l'inconscient collectif du diesel aujourd'hui est essentiellement issue à une image que nous avons tous, une situation que nous avons tous vécue il y a 10, 15, 20 ans, de ces véhicules qui crachaient des nuages de fumée noire sur nos routes, et qui est quelque chose qui est totalement désuet aujourd'hui, qui n'existe plus avec l'Euro 6. On parle là des véhicules Euro 0, Euro 1, vraiment des premières générations de motorisation de diesel. On est très très loin de ça aujourd'hui avec la motorisation Euro 6. Et on voit, il y a eu de très gros efforts faits par la profession. Quand on voit que le parc en service, il est récent, il est de haute qualité environnementale. Plus de la moitié des poids lourds en service, aujourd'hui, ont moins de 5 ans. 90% sont aux normes d'émission, je le disais, les plus restrictives. Oui, alors absolument, c'est un fait. C'est un fait sur certains segments, sur d'autres segments, et notamment le segment de la ville. Je dirais que la situation est un petit peu différente, puisque le turnover du parc est un petit peu plus lent.
Néanmoins, le diesel reste aujourd'hui la solution la plus adaptée sur le très court terme aux besoins du secteur du transport pour plusieurs raisons, pour des raisons opérationnelles, pour des raisons économiques, pour des raisons techniques, puisque c'est quand même la motorisation diesel reste la façon la plus efficace de brûler un carburant aujourd'hui, et de très loin devant les motorisations allumage commandé de type essence ou gaz. Et en effet, sur le plan environnemental, on atteint aujourd'hui des niveaux qui sont extrêmement satisfaisants. Je souhaite insister en particulier... Malgré ce qu'on entend là encore de certains ou certaines de nos édiles, le diesel reste très performant, il reste adapté à la puissance des poids lourds. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, oui, c'est quelque chose qui est absolument vrai. Malheureusement, l'image ancrée dans l'inconscient collectif est absolument différente de celle-ci. Je tiens juste à m'appuyer sur cela, pour cela sur certains chiffres. L'ADEME a récemment publié une étude dans le cadre de laquelle elle a pu comparer les émissions réalisées sur route entre un camion diesel Euro 6 et un camion au gaz. La conclusion de l'ADEME sur cette étude-là a été qu'effectivement les niveaux d'émissions de particules émises par ces deux véhicules étaient du même ordre. Donc on se rend bien compte qu'effectivement, la raison pour laquelle le diesel est aujourd'hui considéré comme la bête noire dès lors qu'on parle de la problématique de la pollution des particules et la raison pour laquelle le gaz est amené sur un piédestal est une raison qui est absolument intangible. Alors, je ne suis pas en train de chercher à complètement détruire la solution du gaz, puisque pour nous, elle présente un certain nombre de vertus, notamment pour les applications urbaines. Et alors, aussi, on peut envisager aussi ce qu'on appelle le mix énergétique. Hein, aussi. Qu'est-ce qui me définit d'un mot ce qu'est, ce qu'on entend dans mix énergétique? Parce qu'on va en parler dans quelques instants avec la députée Delphine Batho, auteur d'un rapport très intéressant remis il y a quelques semaines à peine. Alors, ce qu'on entend... Excusez-moi la question. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, allez-y. Oui, ce qu'on entend par mix énergétique s'appuie tout simplement sur le fait qu'il n'existe aujourd'hui pas de solution parfaite. Tout est question de compromis. Il n'existe pas, le diesel lui-même n'est pas parfait, et il n'existe pas d'alternative au diesel qui puisse être parfaite. Donc en fait, l'enjeu du secteur du transport demain, c'est de trouver la bonne énergie pour la bonne application au bon endroit. Bon, Delphine Batho, on va vous retrouver évidemment plus tard, hein, tout au long de cette table ronde, au travers de ces 120 propositions sur l'avenir de l'industrie automobile, on parle du transport routier. Les constructeurs français, selon vous, ils ont déjà engagé un mouvement de diversification? Les constructeurs français d'automobiles De façon générale, automobile, poids lourd, constructeur routier, parce que vous avez à votre gauche un constructeur. Non, pas encore. Peut-être si je peux commencer par le début. D'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement la FNTR de cette invitation qui est importante. Pour moi, à partir du point de vue qui fait peut-être le lien entre la table ronde précédente et celle-ci, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où il y a un ensemble de bouleversements qu'on ne peut pas séparer les uns les autres. Il y a un lien entre ce qui est en train de se passer sur le big data, la révolution numérique et les sujets de véhicules autonomes, et la question de l'efficacité des ressources, et la question de la transition énergétique, qui est un impératif pour des raisons planétaires, liées au réchauffement global, et aussi sanitaires, puisque en France aujourd'hui, la pollution urbaine est la 3e cause de mortalité dans notre pays. Je pense qu'il faut avoir bien ça en tête. Alors, on est dans une phase qui est une phase de diversification des technologies en fonction des usages. L'électrique pour la livraison au dernier kilomètre, par exemple, le gaz, qui est en train de s'imposer comme une technologie de référence pour le transport de marchandises. Peut-être j'y reviendrai. Alors, votre question, c'est comment on se situe. Il y a besoin de prendre à bras-le-corps aujourd'hui cette mutation. Il y a des progrès qui ont été réalisés ces dernières années. Ces progrès ont aussi atteint, j'allais dire, ils plafonnent, c'est-à-dire ils ont atteint leurs limites, d'où l'affaire Volkswagen, d'où des problèmes de triche aussi dans le secteur du transport routier de marchandises. Je prends l'exemple dans le rapport, vous savez, de l'AdBlue Emulator Box, qui concerne 20% des camions en Allemagne, qui est un petit boîtier qu'on trouve en vente pour 19 € sur Internet et qui permet de déconnecter l'injection d'urée pour traiter les NOx et donc réaliser les progrès accomplis avec la norme Euro 6 sur les NOx. Bon. Donc, j'ai intitulé le rapport
écologie automobile, une alliance française. J'aurais pu l'appeler aussi écologie transport routier de marchandises, une alliance française. C'est-à-dire qu'il y a besoin aujourd'hui d'une vision claire de la part de la puissance publique, d'une stratégie, que ce soit, on pourra y revenir sur les enjeux de véhicules autonomes, que sur les questions de motorisation. Voilà, j'en reste là pour l'instant. J'ai plein de choses à dire sur le diesel. Ça tombe bien, parce que justement, cette vision claire, hein, et je vous redonne la parole dans un instant, Delphine Batho, c'est la question de la fiscalité, avec parfois des incohérences que l'on voit sur un certain nombre de décisions. On voit par exemple l'écart sur le diesel, avec une fiscalité avantageuse, un prix à la pompe plus bas. Édouard Sauvage, lorsqu'on réfléchit sur les sources énergétiques, la fiscalité, c'est une donnée fondamentale ? C'est surtout le meilleur outil pour avoir compensé les externalités de certains choix des acteurs économiques. On ne peut pas demander aux acteurs économiques d'autres choix que des choix rationnels. Et c'est bien pour ça que la fiscalité, et c'est pour ça que la mise en place d'une tarification du carbone à un niveau qui permette qu'on prenne en compte au niveau mondial ces externalités négatives pour l'ensemble de la planète est une nécessité. Alors, certains regrettent que la COP21 n'ait pas officialisé une taxe carbone mondiale. C'était juste hors de portée. Je reste convaincu que la COP21 a été une énorme avancée, notamment par le fait qu'un grand nombre d'entreprises de tout pays s'engagent maintenant très clairement, non seulement pour dire on veut aller vers des choix qui sont les meilleurs pour la communauté, mais on interpelle nos politiques dans tous les pays pour qu'ils aillent sur les outils le permettant. Alors c'est vrai qu'après, toute fiscalité, il faut s'assurer qu'elle est bien calculée, il peut y avoir des niches mal calculées, il peut y avoir alors il faut l'ajuster au fil du temps tout en ayant de la visibilité. Typiquement, je me réjouis que le rapport de Mme Batho ait par exemple repris notre préconisation de dire aujourd'hui on a du gaz naturel vert qui s'appelle le biométhane, qui n'est pas reconnu ni comme un biocarburant d'un point de vue fiscal, ni comme un gaz qui n'a pas d'émission de CO2, puisque, comme du bois, il est renouvelable. Donc là, il y a, vu de nous, une erreur fiscale. On espère que le législateur saura la corriger. Mais c'est vrai que la fiscalité est un outil indispensable. Ce qui est important, c'est que les débats soient transparents, et qu'ils puissent après donner lieu à des visions rationnelles qui ne favorisent pas une filière au détriment d'un autre, qui n'aient en vue que l'intérêt général et qui le fassent en donnant de la visibilité à l'ensemble des acteurs. Avec donc un principe pluriannuel. Ouais, avec un principe, Delphine Batho, justement cité parmi les priorités au premier rang de votre rapport, la neutralité technologique et fiscale. Hein. Vous proposez d'aligner en 5 ans la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. Oui. Comment et avec quelles conséquences? Pour comprendre, il faut faire un petit peu d'histoire. Au point de départ, les avantages fiscaux au gazole et au diesel ont été donnés par l'État parce que c'était un carburant professionnel. Et donc, c'était une mesure, lorsqu'elle a été prise, qui était une mesure de soutien à des secteurs professionnels très précis, en l'occurrence l'agriculture d'une part et le transport de marchandises d'autre part. Et puis, il y a eu, pour ce qui est des véhicules légers, des particuliers, les véhicules de tourisme, des progrès technologiques qui ont été accomplis par les constructeurs. Et à partir des années 80, on a assisté à une dieselisation massive du parc automobile français, à laquelle chacun d'entre nous a été puissamment incité par la fiscalité, à laquelle, de fait, les constructeurs automobiles ont aussi été incités. Or, cet avantage fiscal n'avait aucune justification environnementale et donc il faut aujourd'hui en sortir. Et ce que propose notre rapport, c'est de ne pas en sortir de façon erratique ou chaotique, mais d'en sortir d'abord en appliquant ce que j'ai appelé la règle des 5 ans. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est très important quand on veut conduire une politique industrielle, et d'en sortir à partir d'un principe simple qui est celui de la neutralité technologique et fiscale, c'est-à-dire que l'État fixe des règles au travers des normes en disant un véhicule ne doit pas dépasser par exemple plus que tel et tel seuil de pollution sur le CO2, les particules, les NOx, etc. Et la fiscalité est neutre, c'est-à-dire qu'il appartient aux constructeurs
de choisir la meilleure technologie possible pour avoir la meilleure satisfaction de la norme aux meilleures conditions économiques, et l'État n'a pas à interférer dans ces choix technologiques. Pour prendre l'exemple des véhicules particuliers, il se trouve qu'aujourd'hui, l'essence est adapté à certains types d'usages automobiles. Le diesel est adapté quand vous roulez plus de 18 000 ou 20 000 km par an, et ça, même s'il y a cette évolution de la fiscalité. Par ailleurs, les débats sur le diesel ont aussi évolué d'un point de vue technologique par rapport à l'évolution des normes, mais je rappelle que 61% des véhicules particuliers diesel qui roulent en France ne sont pas équipés de filtres à particules. Donc, autant dans le transport de marchandises, il y a un renouvellement du parc, autant pour ce qui est du transport particulier, ce n'est pas le cas, et ça ralentit même. Et les nouvelles motorisations essence émettent 10 fois plus de particules que les véhicules diesel avec l'essence injection directe. Donc ça, c'est le tableau général. Donc à quoi il faut revenir avec cette évolution de la fiscalité que vous avez évoquée en 5 ans? Il faut revenir au fait que le diesel est un carburant professionnel. C'est une aberration de faire 5 km par jour en ville avec une Twingo ou un petit véhicule qui roule au diesel. Et donc, il faut revenir à une part de dieselisation du parc français qui soit raisonnable et qui soit adaptée aux usages. Et donc, le rapport prend position par rapport au secteur qui nous intéresse ce matin pour dire que cette évolution fiscale doit se faire en protégeant les mesures d'adaptation. Il n'y aura pas d'impact sur le transport routier ou l'agriculture. Qui existent pour le secteur agricole, pour le transport routier de marchandises, parce qu'on en revient à l'esprit original des mesures qui avaient été prises, c'est-à-dire que le gazole est un carburant professionnel. Maintenant, est-ce qu'on peut s'en contenter? La réponse est non, c'est-à-dire que pour moi, le vrai enjeu, par exemple, si je prends les véhicules particuliers, c'est pas de passer du diesel à l'essence, c'est de sortir des énergies fossiles. Oui, parce que pensez à tous les ouvriers de PSA qui fabriquent des véhicules diesel aussi. Et pour le transport routier de marchandises moyenne distance ou longue distance, la question est de passer du gazole au gaz. Pourquoi? Il y a un intérêt environnemental évident. Il y a un intérêt économique qui va être d'autant plus manifeste que le prix du baril de pétrole remontera. Et il y a un intérêt qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, l'infrastructure de gaz, il y a l'énorme problème des stations, on va peut-être y revenir. L'infrastructure gaz, à l'échelle du pays, du territoire national, elle existe. Et en fait, avec le gaz, on a demain la possibilité de passer le transport routier de marchandises aux énergies renouvelables avec le biogaz sans nouveau investissement d'infrastructure, puisqu'il suffit d'injecter le biométhane fabriqué par méthanisation dans l'infrastructure existante pour que les camions roulent avec une énergie renouvelable et avec là des bénéfices écologiques et des bénéfices économiques qui sont extrêmement importants. Oui, François de Savoie, Renault Trucks, on parle du gaz, on parle du diesel, mais pas que, hein, il y a aussi tout ce qui est mobilité électrique qui peut apporter un certain nombre de réponses aussi. Absolument. Alors, on revient en effet bien sur cette notion de mix énergétique. Tout juste. Et la mobilité électrique constitue une solution pertinente, je dirais, en réponse aux problématiques de la ville. La mobilité électrique, ça veut dire un certain nombre de choses. En ce qui concerne tout au moins l'expérience de Renault Trucks sur ce sujet, ça a commencé avec l'hybride en 2009, avec le développement d'une chaîne cinématique hybride Euro 5. Donc une technologie d'un bon niveau, je dirais, d'un très bon niveau de performance, bon niveau de fiabilité. Malgré tout, il faut dire les choses telles qu'elles sont, cette expérience n'a pas été un réel succès commercial. Le marché n'était pas totalement mature à ce moment-là. Qu'est-ce qui manquait? Alors, la lecture qu'on a de cette expérience-là, c'est qu'effectivement, l'hybride est une technologie complexe. C'est une technologie qui embarque à la fois la complexité d'une chaîne cinématique diesel et à la fois la complexité d'une chaîne cinématique électrique. Donc nécessairement, c'est une technologie qui est chère. Et malgré les importants gains de carburant que cette technologie nous permettait de créer, les temps de retour sur investissement n'étaient pas acceptables et pas compatibles avec les comptes de résultats de nos clients. Donc voilà, la conséquence de ça, effectivement, c'est qu'une belle technologie, un beau produit, mais malgré tout, on ne peut pas parler d'un vrai succès commercial.
Ça a continué ensuite avec le Max City électrique, donc qui est notre petit véhicule de 3,5 tonnes de distribution, un véhicule urbain, avec donc une autonomie d'une centaine de kilomètres. De la même façon, donc, je pense qu'on peut parler d'un bon produit. Les retours que nous avons de nos clients sur ce véhicule-là sont globalement bons. Alors, au-delà des questions opérationnelles comme comment j'exerce mon métier avec 100 km d'autonomie ou où est-ce que je charge mon véhicule, auquel on finit toujours par trouver une solution, ce véhicule est globalement satisfaisant. Mais une fois encore, problématique de coût. Problématique de coût qui a fait que, en fait, on rentre dans la problématique de l'œuf et de la poule, cette fois-ci non pas avec l'infrastructure, mais avec la problématique du coût, puisque la solution, je dirais, est chère. Elle est chère, donc elle ne permet pas de pénétrer le marché de masse. Elle reste une solution, je dirais, d'expérimentation, utilisée dans une logique d'acculturation des entreprises. Et de par ce fait-là, elle reste une solution chère de par les volumes limités. Donc l'enjeu va être vraiment de passer le cap, passer cette vallée de la mort pour ces technologies, pour arriver à atteindre des coûts qui puissent être exploitables. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on voit Renault qui est assez en pointe, notamment avec sa Zoé, cette fois la voiture de monsieur et madame tout le monde. Qu'en est-il du camion électrique, justement? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est un problème de réduction des batteries, de faire en sorte que finalement il reste un tout petit peu de place quand même pour transporter des marchandises? Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. Là, vous mettez le point sur une question qui est une question technique, qui est la notion de compromis. L'enjeu pour nous n'est pas de faire un véhicule électrique avec 400 km d'autonomie. Ah ben non. Tout le monde sait le faire. Ça, c'est bien pour une voiture. Voilà. Oui, non, mais quand bien même, je veux dire, techniquement, tout le monde saurait faire un camion avec 400 ou 500 km d'autonomie, un camion électrique. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est de faire un camion électrique qui puisse avoir le bon niveau de performance et de prestation par rapport à l'application en question. Donc on parle d'autonomie, on parle de flexibilité d'usage. Par flexibilité d'usage, on touche la notion de temps de charge qui, là, tout de suite, est en opposition avec la notion d'autonomie, mais aussi et surtout la notion de rentabilité. Nos clients, contrairement aux clients du secteur de l'automobile, et je fais allusion en particulier aux clients de la marque Tesla, nos clients n'achètent pas un véhicule pour se faire plaisir. Non. Je pense que vous en êtes bien conscient. Nos clients achètent un véhicule pour faire du business, et donc il faut que ces véhicules puissent leur permettre d'opérer leur business d'une façon rentable. Un dernier mot, je sais que vous travaillez, vos ingénieurs travaillent, la pile à combustible, c'est aussi Alors, la pile à combustible, un vecteur sur lequel on peut compter à terme? C'est effectivement une des voies que nous investiguons, et c'est effectivement une énergie qui pourrait être vertueuse d'un point de vue sociétal et d'un point de vue environnemental. D'un point de vue très macro, c'est une énergie qui permettrait effectivement, dans le contexte actuel de développement et de déploiement massif de moyens de production d'énergie électrique renouvelable, c'est un moyen qui permettrait d'apporter une réponse à la problématique d'intermittence de ces sources. Au-delà de cette question-là, et appliquée vraiment au monde du transport, c'est une énergie qui est très dense énergétiquement, donc qui permettrait de conférer une plus grande autonomie aux véhicules électriques, leur conférer une plus grande flexibilité d'usage, de par le fait qu'on aurait la capacité de recharger ces véhicules beaucoup plus rapidement qu'avec une infrastructure électrique. La problématique d'infrastructure, bien sûr, est existante, mais elle est de différentes natures. Et bien sûr, c'est une solution qui est extrêmement vertueuse pour la ville, puisque c'est une solution qui reste zéro émission, donc qui conserve les vertus du véhicule électrique. Et la Poste déjà l'utilise. Hein. Absolument. Donc nous avons actuellement une démonstration en cours avec notre partenaire La Poste sur ce sujet-là. Delphine Batho, cette alliance entre automobile et écologie au cœur de votre rapport, est-ce que la France, elle peut devenir la patrie de la voiture électrique ou du camion électrique? Il faut bien comprendre qu'il y a une compétition mondiale aujourd'hui. Je pense que ça a été très bien expliqué tout à l'heure sur le véhicule autonome. C'est pareil sur les technologies de véhicules propres. Donc, il faut prendre ce tournant et cette notion d'alliance. C'est-à-dire que souvent, l'État est intervenu dans ce secteur industriel quand ça va mal, quand il faut éviter des fermetures d'usines, ce qui a été fait par exemple pour le sauvetage de PSA et qui a été réussi. Donc le problème aujourd'hui, c'est d'avoir une vision stratégique offensive,
un partenariat entre les secteurs industriels concernés d'un côté et la puissance publique de l'autre, qui doit apporter de la clarté, de la visibilité, de la prévisibilité, de la stabilité. Et donc ça doit se faire au travers de cette alliance. Je pense que le véhicule électrique est en train de devenir la technologie de référence pour le véhicule individuel particulier, avec les progrès qui vont être faits sur l'autonomie des batteries. Ça pose des enjeux industriels considérables. C'est-à-dire que ce que demande le rapport, c'est qu'on arrête de penser les objectifs environnementaux d'un côté et les objectifs industriels de l'autre. Si je prends l'exemple de la voiture électrique, vous avez la moitié de la valeur ajoutée du véhicule qui est dans la batterie. Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut durablement se contenter du fait de n'avoir pas d'industrie européenne de la batterie, de n'avoir pas d'industrie, je mets de côté ce que fait Bolloré avec Autolib, de n'avoir pas d'industrie française de la batterie. Pour moi, ce n'est pas possible. Et donc, si on veut penser les choses en termes écologiques et en termes aussi d'emploi et de développement industriel, il faut lier les deux. Pour le transport de marchandises, pour moi, et ce qu'on a vu au bout de 24 déplacements dans les usines et de 300 auditions de constructeurs, d'experts, d'économistes, d'ONG, de représentants des associations de consommateurs, c'est que la solution de référence qui est mature aujourd'hui, c'est celle du gaz. Il y a du travail à faire sur la question de l'hydrogène et de la pile à combustible qui peut avancer, comme c'est fait aujourd'hui au travers de flottes captives. Mais la solution qui est aujourd'hui mature, c'est celle du gaz. Et donc les deux problèmes à résoudre, c'est de sortir de la logique de la poule et l'œuf. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir les camions d'abord ou est-ce qu'il faut avoir les stations d'abord? Donc la réponse, c'est les deux. Et là, il y a un problème, il y a un retard français. Je pense qu'il faut le dire aussi par rapport à d'autres pays en Europe, notamment l'Italie ou l'Allemagne. Il y a un retard français sur le déploiement des stations, et avec un paradoxe, c'est qu'on a, sans vouloir faire de publicité, on a un constructeur qui n'est pas français mais qui a une usine en France qui construit ses camions, qui est origine France garantie, donc il y a aussi un lien avec une production industrielle en France. Sur les stations, les dispositifs qui sont mis en place pour l'instant et qui sont soutenus par l'État sont bons pour les gros opérateurs. Moi, je suis élu d'un territoire rural dans lequel... On le rappelle, les Deux-Sèvres. Hein, les Deux-Sèvres, voilà, dans lequel les entreprises de transport sont souvent des PME ou des TPE très importantes pour l'emploi local. On a besoin d'avoir une station locale de GNV. Et pour l'instant, les systèmes d'appel à projets qui sont mis en place au niveau national ne pose des critères tels que c'est inaccessible à un territoire rural dans lequel vous auriez une alliance entre les collectivités territoriales et le secteur privé pour faire un projet de station. Donc ça, c'est le premier problème. Sans aller dans les territoires ruraux, puisque Mme Prévost nous rappelait tout à l'heure qu'elle était à Bondy, elle dessert la moitié nord de l'Île-de-France, et puis elle est obligée d'aller se rapprovisionner à Rungis, dans le sud. Exactement. Donc il y a le secteur privé qui va prendre des initiatives, mais si on veut avoir un vrai maillage territorial, il faut qu'au travers des investissements d'avenir, il y ait des dispositifs de soutien qui soient accessibles à des PME et à des territoires ruraux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce qui a été expliqué sur le surcoût à l'achat de ces camions à gaz, de ces camions, ce qui peut être supporté par des entreprises de taille importante qui en ont les moyens, mais certainement pas par les petites entreprises. Et là aussi, il faut qu'il y ait des incitations qui aillent au-delà de ce qui a déjà été voté, c'est-à-dire le dispositif d'amortissement qui a déjà été voté dans la loi de finances. La situation de la trésorerie des entreprises fait que sans une aide qui pourrait être par exemple une aide de l'ADEME, sans une aide à l'investissement initial par rapport au surcoût des camions, en tout cas dans cette phase de démarrage qui est une phase de transition et en attendant qu'il y ait suffisamment de volume pour que ça fasse baisser aussi le coût des camions, sans cette aide, la situation de la trésorerie des entreprises fait que voilà. Donc si l'État veut vraiment soutenir ce déploiement, il y a ces deux mesures à prendre. Et puis la troisième, c'est ce qui a été dit sur la fiscalité du gaz. Et là, des mesures doivent être votées, c'est le rendez-vous. En tout cas, j'espère que le gouvernement tiendra ses engagements. Nous y veillerons. Il y a un ministre qui vient après. Hein, dans un climat, voilà, sur ces questions-là, qui a un climat, je pense que c'est important, qui est un climat de consensus national. Dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016, il devrait y avoir des mesures qui permettent la stabilité
fiscale concernant le GNV et le bio-GNV qui doit être reconnu comme un carburant avancé. Jean-Marc Daniel, donc professeur associé à l'ESCP Europe, vous venez de suivre évidemment ce rendez-vous, cette table ronde sur la transition énergétique. Est-ce que l'industrie française, est-ce que la France, elle est bien placée pour prendre ce tournant? On a vu qu'il y a des initiatives un petit peu désordonnées, il n'y a pas de coordination entre l'installation des prises ou des points de ravitaillement et puis les constructeurs, par exemple. Oui, je pense que la France a des atouts. Elle a comme atout d'avoir encore une industrie automobile importante. Donc pour elle, c'est un enjeu qui n'est pas exclusivement un enjeu théorique. Et une industrie automobile qui est diversifiée et qui est mondialisée. C'est-à-dire Renault, c'est aussi Nissan, c'est le premier producteur d'automobiles au Royaume-Uni. Le deuxième problème qu'a la France, c'est qu'elle a en revanche un système de production d'énergie qui est très centralisé. Il y a un système de production d'énergie qui continue à être orienté vers une source de production d'énergie, l'électricité nucléaire, qui fait qu'il manque de souplesse et d'agilité. Le troisième élément pour la France, je pense qu'on a beaucoup parlé de la fiscalité, je crois que c'est important de parler de la fiscalité. Là où j'ai été très sensible aux propos de Madame la Ministre, c'est quand elle a dit qu'il fallait la neutralité et de rappeler que le gasoil, c'était aussi un enjeu professionnel, un enjeu des pêcheurs, des agriculteurs et des transporteurs routiers. Quand on parle de fiscalité, de politique industrielle et tout ça, on fait allusion assez souvent à Pigou, à l'économiste Arthur Pigou. Ce que les gens devraient lire, Pigou, je le dis toujours sur beaucoup d'économistes, avant d'inviter à le relire, les gens devraient commencer par le lire. Et ce qu'explique bien Pigou, c'est que l'impôt n'a de légitimité que si le produit de l'impôt est utilisé pour améliorer la situation. Concrètement, on l'a bien vu avec l'affaire de l'écotaxe et des bonnets rouges, quand l'impôt est mal perçu, ouais. Quand il est perçu comme étant punitif et non pas incitatif, quand il est perçu comme étant punitif et donc illégitime, à ce moment-là, il y a une révolte. Et donc, un des grands enjeux pour la France, c'est d'utiliser le produit des taxes qui sont perçues sur les carburants à préparer l'avenir. C'est-à-dire, on a parlé de l'hydrogène, on a parlé de l'électricité. Grosso modo, pour résumer, ce n'est pas parce que je suis professeur à l'école des mines que je pense que le produit des taxes sur les carburants devrait être reversé à l'école des mines. C'est parce que c'est un lieu où on prépare l'avenir. Elle en est où l'écotaxe aujourd'hui ? Ah ben, l'écotaxe, si vous voulez, il y a eu, on a eu l'histoire des bonnets rouges, le démontement on a démonté les portiques. Avant, il y avait eu la taxe carbone de Nicolas Sarkozy qui a été explosée par le Conseil constitutionnel, mais sur des bases qui étaient des bases juridiques. Ça ne remettait pas en cause le principe. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas permis de dire c'est une mauvaise politique. Il l'a dit, vous l'avez mal formulé. Ça a été enterré. Donc je pense qu'il faut repenser ce dossier, mais avec cette idée issue des travaux des économistes comme Pigou, que la vraie légitimité, si on veut éviter les bonnets rouges, c'est de dire grâce à ça, on va préparer l'hydrogène, l'électricité, l'énergie de demain et le carburant de demain, le gaz, mais on va préparer l'avenir. Encore un mot, Jean-Marc Daniel, sur la fiscalité. Je pense que ça va parler à tous ceux et toutes celles qui se trouvent dans la salle, notamment chefs d'entreprise. On parlait de la trésorerie des entreprises, de la stabilité fiscale. Chaque année, les poids lourds, ils payent près de 5 milliards d'euros au titre de la taxe à l'essieu, de la fiscalité sur les carburants, de l'usage des autoroutes. Ça représente plus de 12 euros de fiscalité payée pour 100 km parcourus. C'est trop ? Je pense que c'est trop, et je pense, encore une fois là aussi, l'origine de ça, c'était avant même le gazole et le professionnel, la TIPP a été créée en 1928 pour financer le réseau de chemin de fer. Et donc, on est arrivé à cette situation où, on l'a dit dans la table ronde précédente, il y a 50 milliards de dettes au réseau de chemin de fer, il y a une espèce d'affaiblissement de ce réseau, il y a une logique de réflexion sur les transports qui doit être beaucoup moins punitive, beaucoup plus anticipative et se poser la question de savoir comment articuler la concurrence entre le rail et la route et non pas passer son temps à essayer de préserver des situations dont on sait qu'elles sont fragiles et qu'elles sont condamnées. Merci beaucoup, merci. Je remercie Virginie Prévost, donc à la tête des transports Prévost. Avec nous également François Savoie de Renault Trucks, Delphine Bateau, qui est députée du département des Deux-Sèvres avec son rapport qu'elle a remis il y a à peine un mois donc, au président de l'Assemblée nationale. Et puis merci à Édouard Sauvage, directeur général de GRDF.